Bonjour à tous, alors moi c'est Emilien alias Louis sur le forum, je suis votre tuteur d'embryologie et avec moi vous allez voir le cours sur la deuxième semaine de développement embryonnaire. Alors en ce qui concerne le plan du cours, donc nous allons voir les généralités, l'évolution de l'œuf, donc la nidation et la formation du disque embryonnaire didermique et des cavités. Donc cette deuxième semaine du développement embryonnaire, ça équivaut à la quatrième semaine d'aménorrhée. Donc je pense que vous le savez, c'est 4 semaines sans règles. Et en fait, c'est le blastocyte libre qui va s'implanter dans le chorion et c'est ce qu'on appelle la nidation. L'utérus, il est fait de 3 couches, l'endomètre, le myomètre et l'adventice. Et cet endomètre-là est fait d'un épithélium, d'une membrane basale, pardon, et d'un chorion qui est donc le tissu conjonctif de l'endomètre. Donc, en phase post-ovulatoire maintenant, on va avoir le follicule ovarien qui va se transformer en corps jaune et c'est ce corps jaune qui va sécréter de la progestérone. Les glandes, elles vont se spiraliser et sécréter du glycogène. Les vaisseaux sanguins vont se spiraliser aussi et il va y avoir un œdème qui va apparaître dans le chorion, donc le tissu conjonctif de l'endomètre. Il faut faire très attention, c'est très important. Euh, à ce moment-là, donc de la grossesse, nous n'avons aucun signe clinique de grossesse. Maintenant, par rapport à la nidation, elle va se faire en 4 étapes, donc la position, l'adhérence, l'intrusion et l'invasion. Et en fait, simultanément à cette nidation, on va avoir la mise en place de la circulation utérolacinaire et des villosités primaires, et la réaction déciduale qui va commencer dès le début de la deuxième semaine de développement. Alors, la première étape de cette nidation, ça va être la position et elle se fait à J6. Donc, ça va être le blastocyte qui va s'accoler à l'épithélium de l'endomètre par son pôle embryonnaire. Très important, c'est le pôle embryonnaire et pas le pôle antéembryonnaire. Et selon 2 facteurs, donc un facteur spatial et temporel. Le facteur spatial sera selon une zone et le facteur temporel sera selon une fenêtre d'implantation. Cette zone de nidation, elle se situe au niveau supérieur et postérieur du corps de l'utérus, donc ici. Et cette fenêtre d'implantation, elle est à J6 ou alors à J21 du cycle menstruel. Durant cette phase, l'une des choses les plus importantes, ça va être la coordination ou alors la coopération entre l'endomètre et le blastocyte. L'endomètre, il va devoir être dans un état de réceptivité, donc pour pouvoir réceptionner le blastocyste, et ça consiste à avoir une tolérance immunitaire, vu que ça va être une greffe semi-allogénique, et sécréter des facteurs de croissance. Le blastocyste, lui, va être dans un état d'activation, et cet état d'activation va être une faible antigénicité, donc pour éviter d'alerter le système immunitaire du corps, et il va devoir sécréter des molécules d'adhérence. Faire très attention parce que en item, on peut très bien dire l'endomètre, il va être dans un état d'activation et ça consiste à avoir une tolérance immunitaire et sécréter des facteurs de croissance. Ce sont des items qui peuvent tomber assez souvent, donc apprenez bien ça. Alors j'ai enlevé ma caméra pour que vous puissiez bien voir le diaporama. Ici, on va avoir 3 choses importantes lors de la position. Ça va être l'épinopode, le GF et les sélectines. Alors l'épinopode, ce sont des micro-protrusions de la membrane plasmique, de l'épithélium endométrial. Donc on peut voir là sur les sortes de petites vaguelettes et elle sert en fait à euh, aspirer le liquide intra-utérin. Ensuite, nous allons avoir le GF. Le G, c'est pour growth. Et en fait, ce sont des molécules qui vont être sécrétées par l'épithélium endométrial. Vous le savez, vu que c'est lui qui sécrète les facteurs de croissance. Donc, logiquement, le récepteur se trouve sur la cellule trophoblastique. Ensuite, nous allons avoir les sélectines, qui sont des molécules d'adhérence et qui sont, elles, sécrétées par le trophoblaste. Et donc, le récepteur se trouve, logiquement encore, sur l'épithélium endométrial. Alors de son côté, le trophoblast va aussi avoir ces petites microprotrusions qu'on va appeler cette fois-ci les microvillosités trophoblastiques. Et en fait, elles vont s'interdigiter avec l'épinopode, ce qui va permettre un maintien plus stable entre le trophoblaste et l'épithélium endométrial. Parfait, maintenant on a fini avec la position, on va attaquer l'étape d'adhérence, qui est la deuxième étape de l'aliénation et qui se situe à J6, J7. Alors au pôle embryonnaire, on va avoir les cellules du trophoblaste qui vont se différencier en cytotrophoblaste et ce cytotrophoblaste va se différencier en syncytiotrophoblaste par division nucléaire sans cytodiérèse.
Bon, vous avez vu ce que c'était l'acétodiérèse OS1, donc ça va permettre de ne pas avoir de division du cytoplasme, créant ainsi une énorme cellule multinucléée qu'on peut aussi appeler le syncytium multinucléé. Donc, on récapitule. Au point d'adhérence, donc au pôle embryonnaire, on va avoir les cellules trophoblastes qui donnent le cytotrophoblast et le cytotrophoblast qui donne le syncytotrophoblast. Alors, à quoi il va servir ce syncytotrophoblast? En fait, il va avoir un rôle sur le clivage des mucines. Les mucines, en fait, c'est des petites molécules qui composent le glycolix, qui est en fait au niveau de la face externe des cellules épithéliales. Et en fait, en clivant ces mucines-là, ça va permettre de démasquer les molécules d'adhérence qui s'appellent les intégrines. Alors, faut faire gaffe. Au début, je vous avais dit que c'était le trophoblast, donc qui sécrète des molécules d'adhérence. Sauf que durant l'étape d'adhérence de l'anidation, l'épithélium endométrial va aussi avoir ses propres molécules d'adhérence qui seront les intégrines. Mais en fait, elles vont interagir entre elles pour fixer l'œuf à la surface de l'épithélium et encore donner un maintien encore plus stable. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer à la troisième étape de l'anidation qui est l'intrusion. En fait, l'intrusion, c'est un petit peu le syncytotrophoblast qui part en guerre contre l'épithélium endométrial. Il va commencer par l'éroder par apoptose, donc les cellules de l'épithélium vont commencer à s'autodétruire. Il va aussi émettre des infopodes qui sont des expansions de lui-même, qui vont s'infiltrer entre les cellules épithéliales, qui sont en train de mourir pour atteindre la membrane basale. En fait, ces infopodes, elles vont aussi avoir à leur surface des intégrines, donc des molécules d'adhérence, qui vont s'associer à la laminine de la membrane basale. Bon, ça, vous allez voir en histologie que laminine, c'est dans la membrane basale, donc il va y avoir les molécules d'adhérence qui vont euh, aller vers la laminine pour s'associer, voilà, tout simplement. Ensuite, après que tout ça soit fait, on va pouvoir passer à la quatrième et dernière étape de l'anidation qui est l'invasion et qui se passe à J6, J9. Va y avoir dans un premier temps la destruction locale de la membrane basale et dans un deuxième temps la progression de l'œuf dans le chorion, donc le tissu conjonctif de l'endomètre. On est toujours dans l'endomètre, hein. Alors, pour la destruction locale de la membrane basale, ce qui va se passer, c'est que le trophoblast va sécréter des gélatinases qui vont permettre de détruire les fibres de collagène 4. Pareil, vous allez voir en histo, le collagène 4, c'est membrane basale. Maintenant que ça c'est fait, il va pouvoir y avoir la progression de l'œuf dans le chorion. Donc tout d'abord, il va y avoir une reconnaissance entre les intégrines du syncytotrophoblast, toujours les mêmes intégrines, avec les fibronectines du chorion. Fibronectine, tissu conjonctif, pareil, vous allez voir ça encore en histo. Et aussi les collagénases, cette fois-ci, qui sont encore sécrétées par le trophoblast, qui vont détruire, elles, le collagène de type 1 de la matrice extracellulaire. Donc là, il faut faire attention parce que c'est un gouffre à piège. Je peux vous faire mille et un pièges, vous dire par exemple que la destruction locale de la membrane basale, elle fait intervenir les collagénases qui digèrent le collagène de type 1. En soi, le fait que les collagénases digèrent le collagène de type 1, c'est vrai, sauf qu'elle n'intervient pas lors de la destruction de la membrane basale. Donc voilà, apprenez bien ça. De toute façon, en voyant plusieurs fois le cours, ça va rentrer. Et bon bah voilà, je vous dis maintenant, je ferai des pièges par rapport à ça. Parfait, donc maintenant, bien joué à vous. On a fini l'anidation, on est à J10. Et ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est peut-être de voir l'anidation séparément, histoire que vous compreniez bien et que vous la maîtrisiez. Puis après, de voir la circulation utérolacunaire, le développement du disque embryonnaire dynamique. En fait, de voir les choses séparément, puis après de revoir ensemble, puisque bien sûr, tout ça, c'est concomitant. Euh, pour éviter que vous vous mélangez en fait, tout simplement. Donc maintenant, à J10, l'œuf, il est enfin entièrement implanté dans le chorion, donc le tissu conjonctif. Et au point d'adhérence, on va avoir ce qu'on va appeler un bouchon de fibrine, donc c'est un petit peu un tissu cicatriciel, et ça va faire croire à des pseudo-menstruations. Donc faut faire gaffe parce qu'on peut passer potentiellement à côté d'une grossesse à cause de ça. Et ensuite, bon, au niveau du syncytotrophoblast, on va avoir des lacunes qui vont apparaître. Parfait, donc on va pouvoir commencer par la circulation utérolacunaire et la formation des villosités primaires.
donc c'est à J10, J12, et en fait il va y avoir une mise en communication entre les lacunes du syncytiotrophoblaste, donc qui sont apparues à J10, et les vaisseaux sanguins. Pour permettre ce phénomène, il va y avoir une protéine, l'astromélysine, qui est très importante. Elle est synthétisée par le syncytiotrophoblaste, et du coup elle va pouvoir détruire la paroi des vaisseaux sanguins, et du coup le sang va pouvoir se déverser dans les lacunes du syncytiotrophoblaste, et donc créer une fusion entre ces lacunes-là et le sang pour créer les premiers échanges entre le sang maternel et l'embryon. En même temps, on va avoir les excroissances du cytotrophoblaste qui vont pénétrer le syncytiotrophoblaste. Donc on va avoir un axe de cytotrophoblaste et de syncytiotrophoblaste. Donc en gros, on va avoir le syncytiotrophoblaste là, et dedans, on va avoir du cytotrophoblaste. Et c'est ça qui va créer, enfin former les villosités choriales primaires. Donc là, on le voit sur le schéma, le syncytiotrophoblaste avec en dedans le cytotrophoblaste. Donc tout ça, c'est encore J10, J12. Maintenant, on va pouvoir parler de la réaction déciduale. Donc, elle commence dès le début de la S2. Donc, je vous l'ai dit, tout ça, encore une fois, c'est concomitant. Et en fait, durant la nidation, il va y avoir les fibroblastes qui vont se transformer au niveau de la zone de nidation, puis dans tout le chorion. Donc, tout d'abord au niveau de la zone de nidation, donc ici, puis après dans tout le chorion. Et ça va être la réaction déciduale. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir création de 3 zones distinctes. Donc la caduque basilaire, donc on va bien parler de caduque, attention, caduque basilaire, la caduque ovulaire et la caduque pariétale. Ce que je pensais, enfin moi ce que je me disais, c'est que la caduque basilaire, elle était à la base de l'embryon, donc ici. Ovulaire, bon ben elle entourait parce que c'était un petit peu, enfin c'était l'ovule quoi, et pariétale, bon ben ce sont les parents. Et en fait, au 4e mois de développement, il va y avoir une fusion entre la caduque ovulaire, celle-ci, et la caduque pariétale, parce que du coup l'embryon va grossir et donc il va y avoir, elles vont s'accoler en fait. Et du coup il va y avoir oblitération de la cavité utérine. Ok, il ne reste plus grand chose à voir maintenant, on va aborder la formation du disque embryonnaire didermique et de ses cavités. Alors on va avoir donc le disque embryonnaire didermique, qui va être à J8, la formation de la cavité amniotique, la vésicule vitelline primitive à J9, le mésenchyme extra-embryonnaire, la vésicule vitelline secondaire à J10, J11. Donc en fait, c'est la vésicule vitelline primitive qui se transforme en V2. Vous verrez ça du coup à la fin du cours. Puis le cellum externe. Alors, je vous ai laissé la frise de la vidéo de l'année dernière pour que vous puissiez bien suivre. Je trouvais ça très intéressant. Du coup, on va commencer par la formation du disque embryonnaire didermique. Alors, comment il va se former? En fait, ça va être donc notre masse cellulaire interne qui va se différencier en deux tissus distincts. Donc, deux tissus, c'est vrai qu'on dit didermique. On va avoir un épiblaste primitif et un hypoblaste primitif. L'épiblaste primitif, il va être lui en bordure du cytotrophoblaste, ici, donc il va être directement accolé au cytotrophoblaste, et il va être constitué de cellules prismatiques. Ensuite, on va avoir le deuxième tissu qui va être l'hypoblaste, et qui va être lui en bordure du blastocèle, et qui va être constitué de cellules cubiques. Ça, c'est important de savoir que l'épiblaste primitif, c'est des cellules prismatiques, et hypoblaste, c'est des cellules cubiques. Et donc, comme j'ai dit, on va avoir deux tissus, donc didermiques. Ici, on voit l'épiblaste, voilà, donc directement accolé au cytotrophoblaste. Et ici, l'hypoblaste, pardon, qui va être directement accolé au blastocèle. Ok, donc pour ce qui est maintenant de la cavité amniotique, ça va être la première cavité à se former. Donc il va y avoir en fait un instant où il va y avoir une cavité amniotique, mais pas de vésicule vitelline primitive. On aura toujours du blastocèle. Et en fait, cette cavité amniotique, elle va se former par l'apoptose du cytotrophoblaste et elle va être induite par l'épiblaste primitif. En fait, vous voyez, avant, on avait juste ici donc l'épiblaste et directement autour, on avait du cytotrophoblaste. En fait, le cytotrophoblaste va donc s'autodétruire, ce qui va créer une sorte de lacune, une immense lacune. Et puis après, les parois de cette cavité amniotique vont être peuplées par des amyoblastes qui sont en fait de l'épiblaste primitif. Super, donc on a notre cavité amniotique qui est formée. Maintenant, on va voir la formation de la vésicule vitelline primitive, donc qui est à J9. En fait, la vésicule vitelline, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de l'hypoblaste, donc qui va proliférer
à la face interne du cytotrophoblast. En fait, vous le voyez, au départ, ici, on avait notre blastocelle, et en fait, on va avoir donc l'hypoblaste qui va proliférer et qui va entourer tout le blastocelle, et donc qui va être directement accolé au cytotrophoblast. Et c'est lorsque cet hypoblaste aura terminé de proliférer tout autour du blastocelle qu'il va être maintenant dénommé la vésicule vitéline primitive. Et en fait, cette petite paroi d'hypoblaste va être appelée la membrane de Heuser. On continue d'avancer dans notre frise et on va arriver à la formation du mésenchyme extra-embryonnaire à J10. Donc qu'est-ce que le mésenchyme extra-embryonnaire? Ça va être tout simplement l'épiblaste primitif, encore lui, qui va former un nouveau tissu. Je rappelle que l'épiblaste primitif, pour l'instant, il a déjà donné les amyoblastes, et donc là, il va donner du mésenchyme extra-embryonnaire. Là, vous pouvez le voir ici, le mésenchyme extra-embryonnaire, il va se situer en fait entre le cytotrophoblast et notre embryon. C'est pour ça qu'on dit extra-embryonnaire, parce que du coup, il est à l'extérieur de l'embryon, c'est un petit peu logique. Et en fait, vous verrez plus tard dans notre cours qu'il y a un mésenchyme intra-embryonnaire, et du coup, il ne faudra pas confondre les deux, puisque ça va être des pièges récurrents que je vais pouvoir faire tomber. Ça va être assez simple. Et donc, on peut dire que le mésenchyme extra-embryonnaire, il va être entre le cytotrophoblast et les abioblastes, d'une part, ici, là, et le cytotrophoblast et la membrane de Heuser. D'accord? Parce que du coup, on est encore au stade de vésicule vitéline primitive. Ok, donc maintenant on va voir que la vésicule vitéline primitive va devenir secondaire à J10, J11, par à peu près en fait le même phénomène que pour la formation de la vésicule vitéline primitive. Donc en fait on va avoir une deuxième poussée hypoblastique en dedans, donc c'est très important, en dedans de la membrane de Heuser. Et c'est ça en fait qui va créer la vésicule, enfin elle est déjà formée, mais c'est juste qu'elle va évoluer en vésicule vitéline secondaire. Et en fait, donc, on a vu que la première poussée hypoblastique, on l'appelait la membrane de Heuser, et cette deuxième poussée hypoblastique, elle n'a pas de nom particulier. Donc, faut faire attention. Si on dit que la deuxième poussée hypoblastique crée la membrane de Heuser, c'est faux. Hein, c'est la première poussée hypoblastique. C'est logique, mais faudra faire gaffe. Et faire attention parce que du coup, la nouvelle couche de cellules, elle ne va pas recouvrir l'entièreté de la vésicule primitive. Et en fait, on va avoir une sorte de deuxième cavité qui va être, elle, entourée de la membrane de Heuser seulement, et c'est ce qu'on va appeler le kyste exocélomique. Voilà. Et en fait, ce kyste exocélomique, il va être voué à disparaître. Ok, bon courage, on en est bientôt à la fin, il nous reste plus que 5 diapos si je me trompe pas. Donc on va voir maintenant le cellum externe. Bon, le cellum externe sera entre J10 et J14, et en fait on a vu qu'il y avait des lacunes dans le mésenchyme extra-embryonnaire. Sur les schémas précédents, on pouvait déjà le voir, mais donc là je vous le montre, on a bien des lacunes, et en fait ces lacunes, elles vont confluer pour créer une cavité unique, et c'est ce qu'on va appeler donc le cellum externe. On le voit ici, on va donc toujours avoir du mésenchyme extra-embryonnaire un petit peu autour de l'embryon, et on va avoir du coup du mésenchyme embryonnaire aussi, on va dire, à la face interne du cytotrophoblast. D'accord? Et en fait, cette création du cellum externe, elle va permettre la formation de 4 lames, et c'est là où il va falloir faire aussi attention, c'est il ne faut pas confondre les lames créées par la formation du cellum externe et les caducs créés par la réaction déciduale. Donc, ce cellum externe, il va former 4 lames différentes qui vont être donc constituées de mésenchyme extra-embryonnaire, donc en gros de l'épiblaste primitif qui va se différencier. Donc on va avoir une première lame choriale, une lame amniotique, une lame vitéline et un pédicule embryonnaire. La lame amniotique, elle est aussi appelée somatopleure extra-embryonnaire, et la lame vitéline va être appelée, elle, splanchnopleur extra-embryonnaire. Alors en soi, c'est pas forcément très important de connaître les synonymes, mais faut faire gaffe parce qu'on sait jamais, peut-être que ça peut tomber. Mais en gros, petit moyen mémotechnique, pardon, je bégayais, c'est que la lame vitéline, pour moi, c'était en gros au niveau hypoblastique, et hypoblastique, donc c'était en dessous. Et qu'est-ce qu'on a en dessous du plancher?
Voilà, je disais que c'était au niveau du plancher de l'embryon, et du coup, ce planche Doppler extra-embryonnaire, donc ce planche Doppler, c'est en bas, et donc ça entoure la vésicule vitelline. Donc, pour mieux comprendre, on va avoir la lame choriale qui va être au niveau du chorion, ici. Voilà, c'est celle qui va être le plus proche du chorion. On va avoir le pédicule maintenant embryonnaire, donc qui va faire en fait une sorte de pont entre l'embryon et le chorion. On va avoir la lame amniotique qui est dans le nom, entourée en fait, elle va entourer la cavité amniotique, et puis après on va avoir la lame vitelline, pareil, c'est logique, qui va entourer la vésicule vitelline. Voilà. Super, donc on continue avec notre cellum externe, on est toujours à J10, J14, et en fait on va voir qu'avec ces quatre lames-là, on va pouvoir distinguer deux feuillets différents, le feuillet interne et le feuillet externe, qui vont être raccordés grâce à l'une des quatre lames qui va être donc le pédicule embryonnaire. Je vous l'avais dit, c'est celui qui raccorde en fait l'embryon et le chorion. En fait, c'est tout simplement aussi celui qui raccorde le feuillet interne et le feuillet externe. Ce feuillet interne, il va être formé de la lame vitelline et de la lame amniotique. En fait, c'est logique, il faut juste s'imager les choses. La lame vitelline et la lame amniotique, c'est celle qui est à l'intérieur du cellome externe, et le feuillet externe, donc celui qui va être à l'extérieur du cellome externe, donc c'est la lame choriale. Voilà, faut juste s'imager. À l'intérieur, on a quoi? On a la lame vitelline et la lame amniotique, c'est le feuillet interne, et à l'extérieur, on a la lame choriale, c'est le feuillet externe, et ces deux feuillets-là vont être reliés par le pédicule embryonnaire, et c'est toujours du mésenchyme extra-embryonnaire. Voilà, maintenant petit récap de l'évolution de l'œuf. On est à la fin de la deuxième semaine de développement, et on peut voir donc, je vais prendre le petit laser, on a le 1 qui est la sphère périphérique, ou encore appelée la sphère choriale ou le chorion. Moi, depuis le début, j'appelle ça le chorion. Ensuite, en 2, on a la lame amniotique, qui est donc du mésenchyme extra-embryonnaire, lame vitelline ici, qui est toujours du mésenchyme extra-embryonnaire, le pédicule embryonnaire, pareil, et puis après le kyste exocélomique, vous voyez que c'est détaché en fait de l'embryon et qui va en fait régresser et disparaître. Voilà, donc là on peut voir aussi la petite membrane de Hauser. Bref, retenez bien le schéma. On peut aussi vous faire des petits QCM sur ce schéma-là, en mode, on vous dit, par exemple, le 1, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le 1, c'est la lame amniotique? Bon, c'est faux. Franchement, c'est des points gratuits. Apprenez bien ça. Le plus important dans ce cours, ça va être juste de le comprendre. Et à partir du moment où vous comprenez et que vous arrivez à, on va dire, bien tout embriquer l'un dans l'autre, ça va être super simple et ce sera des points cadeaux. Pour finir avec ce cours, on va voir les pathologies de la deuxième semaine de développement. Comme vous avez pu voir les pathologies de la première semaine, et comme vous verrez les pathologies de la troisième semaine, ça va être encore une fois logique. Pendant la deuxième semaine, on a quoi? On a l'anidation. Donc ça va être surtout des euh, pathologies liées à donc des échecs d'implantation et des nidations ectopiques, donc des nidations à des endroits où elle n'est pas censée se faire. Super, donc pour aller plus loin maintenant dans les pathologies, on peut voir que l'échec d'implantation, elle va être principalement due à un mauvais dialogue moléculaire entre l'endomètre et le blastocyte. On peut aussi appeler ça l'œuf. On a vu au début du cours que, en effet, il va falloir une coopération entre l'endomètre et l'œuf. L'endomètre, par exemple, il doit être dans un état de réceptivité, je le répète, ce qui implique notamment la sécrétion de facteurs de croissance. Et maintenant, on peut imaginer que, pour une raison X ou Y, bah, l'endomètre ne va pas sécréter de facteurs de croissance, et hop, on va avoir un échec d'implantation. Maintenant, au niveau des nidations ectopiques, eh ben, finalement, l'implantation, elle va bien se faire. Donc, il y a une bonne coopération, sauf qu'elle va se faire au mauvais endroit. Ce qui va entraîner une grossesse extra-utérine ou alors une grossesse intra-utérine. Extra-utérine, c'est donc à l'extérieur de l'utérus, c'est logique. Donc, ça peut être au niveau ovarien. Ici, ça peut être au niveau tubaire. Ou alors, ça peut être au niveau péritonéal. Ou alors, ça peut être dans l'utérus, mais pas au bon endroit. Dans l'utérus, on a vu que la zone d'implantation, qui est différente de la fenêtre, parce que la fenêtre, c'est dans la notion temporelle, alors que la zone d'implantation, c'est au niveau spatial.
Et donc, cette zone d'implantation, normalement, elle est au niveau postéro-supérieur du corps de l'utérus. Et finalement, on peut imaginer que l'œuf va s'implanter dans la région cervicale, ce qu'on va appeler le placenta previa, parce qu'en fait, le placenta, du coup, il va directement se former dans la région cervicale, et on va avoir un risque accru d'hémorragie lors de la délivrance. Voilà, donc dernière diapo maintenant. On a le placenta normal. Voilà, donc l'œuf s'est bien implanté au niveau postéro-supérieur et ici le placenta prévia. Donc comme je vous l'ai dit, l'œuf qui s'est implanté dans la région cervicale, le placenta va donc se former aussi dans la région cervicale et hop, placenta prévia, risque hémorragique lors de la délivrance. Voilà, merci d'avoir suivi ce cours. Si vous avez fini la vidéo, franchement bravo à vous. Merci déjà de la regarder. J'espère que ça n'a pas été trop lourd, il n'y a pas eu trop de notions. Normalement, si. Normalement, j'avoue qu'au début, c'est un petit peu compliqué à tout comprendre, en fait, faire les liens avec tout. Mais justement, l'embryon, en fait, c'est un petit peu la matière qu'il faut voir plusieurs fois, en fait. Comme ça, au moins, vous faites des liens avec tout. Et finalement, à force de le voir et revoir, ça va devenir de plus en plus simple et vous aurez même plus besoin de la revoir limite en fin de semestre puisque vous aurez tout compris. Et l'important, c'est vraiment de tout comprendre, de tout s'imager. En fait, l'embryo, c'est vraiment juste une histoire. À partir du moment où vous connaissez l'histoire, c'est bon, vous êtes impeccable pour le concours. Voilà, donc encore une fois, merci. Je vais vous laisser avec ma dernière diapo qui est extrêmement stylée. Et je vous souhaite bonne chance pour ce semestre, plein de bisous et bon courage encore une fois.